sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le front climatique, le podcast de l'Observatoire Défense et Climat, où chercheurs et experts décryptent les grands enjeux du climat et de la défense. Je suis Mathilde Jourde et j'aurai le plaisir de réaliser cet épisode aux côtés de Maxime Thuillet, qui est l'hôte du podcast Green Letter Club, avec lequel nous avons réalisé cet épisode. Nous avons le plaisir de recevoir le major général de l'armée de l'air et de l'espace, le général de corps aérien Dominique Tardif, pour échanger sur les enjeux climatiques et leurs impacts stratégiques, capacitaires et opérationnels pour l'armée de l'air et de l'espace. Bonjour général. Bonjour. Nous vous remercions de nous accorder cet entretien. Merci beaucoup d'être dans le podcast de l'Observatoire Défense et Climat sur le front climatique. Avant de commencer cet échange, nous souhaitons revenir sur votre parcours. Passionné par la technologie, le monde industriel, la production et la conception, vous avez tout d'abord intégré l'École nationale supérieure des arts et métiers, dont vous avez été diplômé en 1991. Vous avez ensuite intégré l'École de l'air, puis vous avez commencé par une formation d'officier mécanicien et êtes devenu pilote de transport par la suite. Vous avez ensuite progressé dans les différents niveaux de commandement jusqu'à devenir en 2016 commandant de la base aérienne 186 de Nouméa en Nouvelle-Calédonie. En 2020, vous devenez ensuite représentant national des forces armées françaises de l'armée de l'air et de l'espace dans l'opération Chamal contre l'État islamique, qui représente le volet français de l'opération internationale Inherent Resolve. Cette opération visait à apporter un soutien militaire aux forces irakiennes engagées dans la lutte contre Daesh. En tant que chef de Chamal, vous avez assuré le bon emploi des forces françaises dans Chamal, ainsi que des fonctions dans l'état-major des armées en tant que responsable des interactions civiles et militaires. En 2021, vous êtes nommé sous-chef de l'activité de l'armée de l'air et de l'espace, puis inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace. En mars 2025, enfin, vous avez pris la suite de Philippe Morales en tant que major général de l'armée de l'air et de l'espace. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maxime pour les premières questions introductives de cette discussion que nous allons avoir aujourd'hui. Très bien. Bonjour général, première question, qu'est-ce que cette fonction de major général de l'armée de l'air? C'est vrai que pour nous les civils, c'est pas forcément très clair. Qu'est-ce que c'est que cette fonction? C'est vrai que la dénomination est un peu particulière, mais on le retrouve un petit peu dans les trois armées et dans le niveau interarmée. Il y a toujours un major général. Et en fait, il a une double fonction, c'est l'adjoint du chef. Donc, je suis l'adjoint direct du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui est le général Jérôme Bélanger. Et ma fonction principale, c'est aussi d'assurer le bon fonctionnement de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, le niveau stratégique, finalement, de commandement de l'ensemble de l'armée de l'air et de l'espace. Alors le changement climatique, ça va à peu près tout changer, le régime des pluies, des vents, la température de l'air et donc sa densité. Ça va aussi multiplier les événements climatiques extrêmes. Quel est l'impact que ça va avoir sur les opérations de l'armée de l'air et notamment les opérations en vol? Comment ça va impacter l'armée de l'air, ce changement climatique? Alors évidemment, le changement climatique, on le prend en compte, et on verra ça à travers les différents échanges qu'on aura aujourd'hui. Il y a des sujets qui sont essentiellement géopolitiques, mais pour revenir précisément à cette question, oui, on voit bien que le réchauffement de la planète entraîne une modification finalement du climat en général. Ça se traduit notamment puisque nous, on évolue dans l'espace aérien par des phénomènes naturels qui sont plus violents, plus récurrents aussi. Donc, je pense aux orages, effectivement, au vent très fort. Donc, ça, on le prend en compte, mais quelque part, finalement, dans l'espace aérien, on est assez habitué à avoir aussi à être confronté à des vents très puissants, parce que quand on monte assez haut, on a quand même des vents qui sont bien plus puissants que ce qu'on peut trouver au niveau du sol. Donc, j'ai tendance à dire que ces phénomènes, plus l'augmentation de la température, n'ont pas un impact majeur dans l'activité aérienne, si ce n'est que l'augmentation de la température au niveau du décollage, eh bien, ça limite les performances. Donc, on ne pourrait pas forcément décoller avec la même maximum que ce qu'on pouvait faire par le passé. En revanche, dans toute la partie segment sol, donc ce qu'on appelle les bases aériennes, qui sont vraiment des outils de combat à partir desquels nous, on opère, là, effectivement, le changement climatique a des effets très directs sur la bonne tenue de la base aérienne. Si elle doit subir effectivement un orage de grêle, il faut avoir une capacité de protéger notre matériel. Les coups de vent aussi sont de vrais sujets qu'on doit prendre en compte. Justement, on reviendra sur les infrastructures, mais sur le vol directement, vous disiez, par exemple,
comme l'air est moins dense quand il fait chaud, ça veut dire qu'on peut emporter moins de matériel? Les aéronefs sont moins efficaces? C'est ça que ça veut dire? Alors, ils sont moins efficaces, mais dans le même temps, on est en train de moderniser les flottes. Donc, c'est moins sensible sur les avions de combat qui sont quand même très bien motorisés. Moi, je suis d'origine pilote de transport, donc j'ai beaucoup volé sur les transals. Et je me souviens que déjà en Afrique, on devait se lever très tôt pour avoir une température un petit peu plus fraîche, pour avoir la chance de pouvoir décoller à la masse maximum pour transporter ce qu'on avait à transporter sur le lieu où on devait se rendre. Depuis, il y a quand même l'A400M qui est arrivé, un quadrimoteur, 11 000 chevaux par moteur. Donc, c'est cet effet finalement de réchauffement de la planète n'est pas vraiment très sensible. C'est sensible évidemment, mais on a aussi une augmentation des performances de ces avions-là. Et sur, la question des vents, on voit qu'il y a des vents de plus en plus violents, des précipitations qui sont aussi de plus en plus violentes. Ça veut dire que vous allez devoir adapter vos missions en fonction aussi des conditions climatiques? Oui, là où on avait les phénomènes les plus, on va dire, dynamiques, voire violents, c'était plutôt sur le front intertropical en Afrique. Donc, on savait très bien quand on évoluait dans cette zone-là, on pouvait rencontrer des vents très violents et des courants aussi ascendants et descendants qui sont quand même très violents pour les aéronefs. Donc, c'est des zones qu'on essaie d'éviter. Maintenant, on voit que ce phénomène-là, qui était circonscrit finalement au niveau tropical, on peut le retrouver par ailleurs. Donc, ça signifie plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on a une mission à faire et qu'on a cette zone-là, on est obligé de l'éviter. Donc, ça prend un petit peu plus de temps et un petit peu plus de pétrole pour remplir la mission. Et parfois, si on doit opérer dans cette zone-là, on est amené à se rapprocher de ces zones très, très violentes. Et donc, voilà, ça peut poser des questions de conception, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que les normes établies pour connaître finalement la résistance des aéronefs, est-ce que ces normes ne doivent pas évoluer pour prendre mieux en compte ces phénomènes violents qu'on peut rencontrer dans les espaces aériens? En me documentant sur le sujet, on voit que, par exemple, il y a des turbulences, de plus en plus de turbulences, notamment par temps clair. Est-ce que, ça, c'est des choses qui, sont vraiment problématiques, qui commencent à l'être, que vous commencez à observer, ou on est encore dans la prospective? C'est une réalité, mais c'est une réalité qui déjà existait. Lorsque j'étais en équipage, on avait déjà des turbulences en ciel clair. Donc, il y en a certainement un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est pas arrivé à un stade où ça crée une vraie difficulté pour assurer nos opérations aériennes. Et sur tous les équipements, sur, la balistique, sur les GPS, sur les communications radio, est-ce que, les changements ont une incidence pour vous sur, ce matériel-là? Eh bien, oui, il y a évidemment, tout ce que vous évoquez, notamment moi je pense à toute cette avionique qui est de plus en plus, sophistiquée qu'on a à bord des aéronefs. Elle est quand même assez sensible à la chaleur. Ce qui veut dire que, il faut s'assurer que finalement, lorsqu'on est au sol notamment, puisque une fois qu'on est en l'air, la température diminue, on n'a plus de problème de chaleur. Mais lorsqu'on est au sol, il faut s'assurer qu'on ait des systèmes, réfrigérants qui permettent d'avoir un bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes, les GPS, les centrales imersies, les radios, pour qu'elles puissent fonctionner correctement avant qu'on puisse décoller. Dernière question, vraiment sur les appareils et sur les missions. Moi, j'ai lu Bastien Alex, conseiller auprès du major, sur les questions climatiques, qui disait qu'à partir de 45 degrés, par exemple, les hélicoptères avaient du mal à décoller. C'est des températures qu'on va voir de plus en plus souvent, notamment, au Sahel, dans des endroits où on imagine pouvoir avoir des missions dans les décennies qui viennent. C La température quand même, ça pose des problèmes techniques, Oui, comme cela? bien sûr. 45°, c'est des températures encore, qu'on pratiquait. Enfin, moi, quand j'ai évolué en Afrique, on avait régulièrement des températures à 45°. Donc, on sait opérer à 45°. Mais c'est vrai que voilà, on a constaté quand même, qu'il y a eu une augmentation générale de la température, et qui se traduit par des pointes qui sont plus élevées que par le passé. Mais encore une fois, oui, ça crée des limites, mais par exemple, les hélicoptères aujourd'hui, n'opèrent sur du Caracal, qui est plus puissant que le Puma, sur lequel on est toujours en train d'opérer, mais on va bientôt terminer, effectivement l'activité sur les Pumas, puisqu'on va les retirer, des différentes flottes de l'armée d'air et de l'espace. Donc, la modernisation de nos aéronefs permet finalement jusqu'à présent de pallier ce surcroît de température, au sol. Je voulais revenir sur un élément que vous avez déjà mentionné sur les infrastructures terrestres. Donc, l'armée de l'air et de l'espace repose sur des infrastructures terrestres, elle aussi. Or, de plus en plus de travaux scientifiques font état de la vulnérabilité de ces infrastructures-là de défense. Et je voulais savoir si vous pouviez revenir sur la vulnérabilité que vous observez
de ces infrastructures militaires qui sont aéroportuaires et aérospatiales de l'armée de l'air et de l'espace. Oui, ça c'est là où on a une attention très forte, puisque comme vous l'avez souligné, le changement climatique conduit à avoir des phénomènes naturels plus réguliers et plus puissants que par le passé. Mais pour autant, ça existait avant. Moi, j'ai souvenir quand j'étais sur la base aérienne d'Orléans, qu'on a eu un épisode de grêle et qui a grêlé tout le parking où se trouvaient les transals. Donc, et les C-130H Hercule qu'on avait sur la base aérienne. Donc, ça a déjà existé. Donc, ça crée effectivement des dégâts, un certain nombre de dégâts qu'on a su après réparer. Donc, on a eu aussi d'autres phénomènes de vent très violents lorsqu'on était dans les opérations africaines, donc l'opération Barkhane à Djamena, où il y a eu un grand coup de vent. On a eu donc 2 avions Casa qui ont été touchés et qu'on a dû réparer. Donc, ces phénomènes ont déjà existé, donc on sait les traiter et on les traite en fait de 2 manières, mais la principale, c'est d'avoir des renseignements météo les plus précis possibles. La prévision météo, pour nous, c'est fondamental. Elle est fondamentale effectivement pour les opérations, mais elle est fondamentale aussi pour le bon fonctionnement de la base aérienne. Moi, j'ai, comme vous l'avez souligné, commandé la base aérienne de Tontuta en Nouvelle-Calédonie. Donc chaque année, il y a des cyclones, donc on est quand même assez habitué à avoir des phénomènes qu'on ne trouve pas en Europe. Eh bien, avec les prévisions qu'on a aujourd'hui, la capacité finalement des spécialistes de la météorologie de nous donner assez précisément le temps et le lieu de passage et la force, on avait la capacité de disperser nos aéronefs dans les zones qui n'étaient pas touchées par ces phénomènes. Donc il y a quand même un vrai sujet qui est, à mon avis, le plus important, c'est la prévision météo. Et je trouve que plus ça va, plus la prévision météo est extraordinairement bien établie. On a, par exemple, aussi la nécessité des fois de connaître les vents dans la tranche d'altitude, puisqu'on fait des largages de très haute hauteur pour être finalement éloigné des menaces qui viendraient du sol. Et on a des charges qui tombent sous voile. Et donc, si on veut être précis, il faut avoir une connaissance du vent extrêmement précise aussi dans chacune des tranches. Et aujourd'hui, on sait avoir cette précision qui nous permet, à partir d'un point de largage, d'avoir précisément la palette qui tombe au bon endroit sur le sol. Donc ça, tout ce qui sera fait dans ce sens-là, ça nous aidera pour anticiper. Et après, nous, par des manœuvres particulières, on sait finalement s'affranchir de ces phénomènes météorologiques. Et on reviendra aussi après sur justement ces différentes manières d'anticiper ces événements et aussi de s'adapter. Donc le personnel militaire, par exemple, qui doit être mobilisé pour faire ce travail-là. Vous l'avez dit, vous avez dirigé une base aérienne à Nouméa. En tant que commandant de base aérienne, à quoi on fait particulièrement attention aujourd'hui? Est-ce qu'il faut renforcer justement les hangars pour que les avions ne soient pas grêlés ou soient pas... On a vu par exemple sur des bases américaines de nombreux avions être endommagés. Je pense à la base Tyndall en Floride. En tant que commandant de base aérienne, à quoi on doit faire particulièrement attention? Non, vous avez raison de faire référence à la base de Tyndall. Il me semble que c'était en 2018 en Floride. Il y a eu le passage d'un cyclone qui a été quand même assez dévastateur et ils ont pu évacuer une certaine partie de leur flotte, mais il y a quand même de mémoire plus d'une quinzaine de F-22, quand même, les avions qui étaient de dernière génération, qui ont été largement touchés. Et puis 95% finalement des infrastructures de la base aérienne qui ont été détruites. Donc ça, c'est quand même un bon exemple. Et ils ont rebâti finalement cette base aérienne avec de nouvelles normes, en prenant en compte aussi le fait que le niveau d'eau au niveau de la côte puisse augmenter. Et ça leur a permis d'avoir une base beaucoup plus résiliente. Donc, en faisant effectivement référence à la base aérienne de Tontuta, déjà, nous, on avait des hangars qui étaient conçus pour être résistants aux cyclones. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rajoute tout particulièrement. Mais après, il y a d'autres phénomènes, les phénomènes des hautes températures. Ça nécessite aussi de créer des environnements pour les mécaniciens qui travaillent au quotidien, non pas dans des bureaux, mais dans des ateliers, de leur donner un minimum finalement non pas de confort, mais en tout cas d'environnement qui soit acceptable par rapport à leurs travaux. Il y a aussi des réflexions qu'on a menées sur les tenues. Effectivement, un mécanicien, il est quand même dans un environnement assez accidentogène. Donc on a tendance à vouloir beaucoup le protéger, mais si on se situe dans un environnement avec des températures très élevées, il faut arriver à trouver un juste milieu et un bon équilibre entre la protection et aussi une tenue qui soit suffisamment aérée pour qu'il puisse faire son travail dans des températures élevées. Donc tout est un ensemble finalement de petits paramètres ou de facteurs sur lesquels on agit pour pouvoir poursuivre et assurer nos missions.
Donc on a parlé de la base de Tyndall, la base américaine. Est-ce que nous, on a des bases qui sont vulnérables? J'avais lu notamment que la base de Kourou, pouvait être sujette aux vagues de submersion. Est-ce qu'on a des bases sur lesquelles il va falloir travailler, sur lesquelles, voilà, il y a des risques? Vous avez tout à fait raison. Les bases outre-mer en général, elles sont assez vulnérables. Donc on évoquait ensemble la Nouvelle-Calédonie, on est une base aérienne aussi en Polynésie française, à Tahiti, une à La Réunion, une, comme vous l'avez souligné, en Guyane. C'est des bases qui sont quand même dans des lieux géographiques où déjà, avant le réchauffement du climat, il y avait des phénomènes particuliers d'orage, de vent, etc. Donc, on a des intentions particulières, ce qui fait que quand on construit aussi, on prend en compte finalement ces phénomènes. Si on revient sur le théâtre national, c'est-à-dire sur le territoire national, on a des bases qui sont aussi sujettes à différents phénomènes. Donc, il y a 3 ans en arrière, des incendies très important en Gironde, qui était dans la proximité de la base aérienne de Cazaux. Et donc, ça, on a tiré beaucoup d'enseignements. Déjà, dans la manière avec laquelle on peut employer nos moyens pour aider les services de l'État français pour lutter contre le feu. Donc, c'était à base de drone Reaper pour reconnaître finalement les feux, leur développement, les reprises de feu. Et puis aussi, on les a aidés pour donner un peu de mobilité avec les hélicoptères. Et puis, on a utilisé nos pompiers qui sont dédiés tout particulièrement pour la lutte contre les feux aéronautiques, lors d'un décollage ou d'un atterrissage. Eh bien, on les a utilisés aussi pour protéger la base aérienne et tout en ayant une manœuvre de déploiement ou de redéploiement des avions sur d'autres bases aériennes. Donc nous, on travaille, on a tout un programme d'études qui est mené par un bureau qui s'occupe du changement climatique au sein de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace. Et on procède par fonction. Donc là, il y a eu tout un travail qui a été fait sur toutes les bases aériennes au regard finalement des températures élevées. Qu'est-ce qu'il y a à mettre en place? Donc ça va se suivre par des recommandations et des mises en œuvre de certaines mesures sur les bases aériennes. Le deuxième temps va être la menace feu. Donc on va regarder chacune des bases aériennes, leur vulnérabilité par rapport au feu, et au regard de ça, on mettra en place des mesures pour mitiger finalement ce risque. Moi, je voulais peut-être aborder la question des opérations. Donc, on parlait avant de l'impact sur les infrastructures, les équipements, les différentes capacités de l'armée de l'air et de l'espace. Et vous mentionnez justement que les missions de l'armée de l'air et de l'espace sont amenées aussi à évoluer en fonction de ces changements climatiques, que les militaires de l'armée de l'air et de l'espace, les pilotes, peuvent être mobilisés pour aider dans ces situations. Or, on sait de manière générale que les opérations HADR ont augmenté de 200% ces 20 dernières années. Les opérations HADR qui sont les opérations, les interventions de secours d'urgence. Et donc je voulais, rebondir sur ce point-là, savoir dans quelle mesure est-ce que ces opérations-là prenaient de plus en plus, de place dans vos missions? Et pourquoi est-ce que, l'armée de l'air particulièrement est sollicitée pour ces missions-là? Je rejoins totalement effectivement votre analyse. Il y a de plus en plus d'événements naturels hors du commun, extraordinaires, qui nécessitent effectivement d'apporter de l'aide. Et c'est toujours une situation d'urgence. Je prends en référence Chido qui est passé au-dessus de Mayotte, qui a été quand même dévastateur. Ce cyclone a été dévastateur pour Mayotte. Les premières actions qui ont été menées, c'est par l'armée d'air, parce que l'armée d'air met en œuvre des avions qui sont très réactifs et qui peuvent aller à tout point du monde en une journée ou une journée et demie. Donc, du fait qu'on mette en œuvre ce type de machine, eh bien, évidemment, pour le niveau politique, c'est quand même assez facile d'activer l'armée de l'air et l'espace pour rapidement apporter les premiers éléments qui permettent de remettre en route, d'apporter tout ce qui va bien pour apporter finalement un petit peu de réconfort et puis surtout du secours aux personnes qui ont été touchées par ce type de cyclone. Donc, si on prend l'exemple de Mayotte, l'enjeu pour nous, il est double. C'est-à-dire qu'il faut qu'effectivement, on ait une capacité à réagir très rapidement, mais ça, on le sait, il y a des régimes d'alerte qui sont là pour traiter tous les sujets, dont la réaction de l'État français dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Mais une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on part en avion, il faut pouvoir se poser là où on veut aller. Ça veut dire que pour Chido, à Mayotte, il a fallu qu'on réouvre l'aéroport international. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail d'infrastructure et donc on a, nous, des capacités de déploiement d'experts d'infrastructure, donc le 25e régiment du génie de l'air, qu'on a déployé là-bas pour remettre en ordre en fait la piste et les parkings. Il n'y avait plus de tour de contrôle, donc on a déployé une tour de contrôle mobile. À partir de ce moment-là, on avait un aéroport qui était utilisable et là, on a pu mettre en place un pont aérien pour apporter effectivement tous les secours, les personnels, les équipements, les matériels. Sur les questions de la HADR, on voit bien qu'on est sollicité de plus en plus
et on n'est pas les seuls en France, hein, la sécurité civile a aussi ses moyens, mais en général, ça se fait de concert. Et sur le plan militaire, on voit bien qu'aussi la HADR, donc la volonté politique d'agir pour aider un pays face à une catastrophe naturelle, c'est un acte politique, c'est une stratégie et ça permet aussi d'être présent auprès de certains partenaires parce qu'on veut les appuyer dans leur positionnement politique. Et donc il y a quand même un volet politique qui est indéniable. C'est une forme, vous avez un petit sourire en coin, c'est une forme de diplomatie du secours qui se met en place Oui. parce que tous les États n'ont pas cette capacité de projection? C'est ça. C'est pour les États qui ont cette capacité de projection et qui ont les moyens, les équipements et le personnel pour apporter du secours dans le cadre d'une catastrophe naturelle, eh bien, ils ont, par cet outil-là, un moyen d'influence et de diplomatie auprès de ces pays, c'est certain. Et vous savez bien qu'il n'y a pas un espace stratégique dans lequel il n'y a personne. Donc, il y a toujours une compétition dans chacun des espaces stratégiques qu'on peut trouver tout autour du globe. J'allais demander quelles étaient les implications logistiques de ces missions. Donc, quel type d'aéronef est-ce qu'on va employer plus que. Enfin, est-ce qu'il y a des aéronefs qu'on emploierait plus que d'autres dans ce genre d'opération? Oui, en général, c'est, ce qu'on emploie le plus, c'est l'A400M, donc l'avion cargo, qui remplace le Transal, et qui vole, donc depuis 2013 dans l'armée de l'air et de l'espace et puis qui maintenant est arrivé à son régime de maturité. Il fonctionne extrêmement bien et puis on va partout dans le monde. En fait, on a changé de monde. On a l'accès au monde entier. On peut déployer la puissance aérienne dans le monde entier grâce au MRTT et à l'A400M. L'A400M, donc c'est l'avion cargo avec 4 moteurs à hélice et qui a un énorme cargo derrière qui permet de transporter et du fret et du PAX, donc des passagers, du personnel. Et on peut larguer aussi. C'est-à-dire que quand on arrive dans une situation où finalement on n'a pas la possibilité de remettre en état la piste, on peut larguer du matériel, on peut larguer éventuellement des médecins. Et donc ça nous permet d'avoir les premières actions sur un théâtre où il y aurait de grosses difficultés pour s'y poser. Et à côté de la 400M, on a le MRTT, donc l'avion de ravitaillement en vol et de transport stratégique, qui est sur une base d'A330-200, donc un avion commercial qui a été transformé pour faire du ravitaillement à vol, mais il a une capacité d'emport de fret qui est très intéressante, et puis de passagers aussi, pour amener tout le personnel qui est nécessaire pour apporter les premiers secours. Sur les missions d'HADR, on a une peut-être un tropisme exotique. On se dit qu'effectivement que ça arrive dans la borne intertropicale, vous avez cité Mayotte, il y a eu Saint-Martin. Mais est-ce que ça se développe pas aussi dans l'Hexagone, ces besoins justement de secourir les populations? Et est-ce qu'il y a pas un moment où on va, atteindre un risque, capacitaire? C'est-à-dire, plus avoir la capacité d'aller secourir, vu la concomitance des événements climatiques qui sont en train de se développer, une limite à la capacité d'envoyer, des secours partout. Est-ce qu'on arrive à la limite? Je ne pense pas. Il y a quand même pas une multiplication des événements, de cette nature-là, à un point où on serait complètement écartelé entre apporter du secours, par exemple à Mayotte, tout en traitant effectivement un phénomène tout particulier sur le territoire national. Mais et vous avez raison, sur le territoire national métropolitain, on contribue aussi, donc il y a plus de moyens déjà de l'État français en dehors, du ministère des Armées, mais évidemment on est là pour ça aussi et donc on contribue, à différents titres, pour, apporter, ce qui est nécessaire dans le cadre d'une catastrophe particulière. Donc, j'évoquais tout à l'heure les feux en Gironde, eh bien on a mis pas mal de moyens, notamment du Reaper comme je le disais tout à l'heure pour observer. On a mis aussi de l'hélicoptère pour assurer la mobilité, des pompiers. Donc, ça on y contribue, quasiment systématiquement. Il y a une règle qu'on appelle les 4 I, c'est-à-dire que quand l'État français, en dehors du ministère des Armées, n'a pas forcément tous les moyens, ou ils sont disponibles, ou ils ne sont pas adaptés, eh bien, nous on intervient de façon très logique, tout ça est bien calé et ça se passe entre le ministère des Armées et la préfecture. Juste pour finir là-dessus, pour qu'on ait une idée, on ne se rend pas forcément compte, ça représente quoi dans vos missions aujourd'hui? Parce que quand on pense à l'armée, on pense pas spontanément aux missions d'HADR, de secours. Ça représente quoi? C'est une part importante aujourd'hui de votre activité ou ça reste une part marginale? C'est totalement marginal aujourd'hui. Tout à fait, ouais. Ouais, ça reste marginal. Quand on voit l'ensemble des opérations purement militaires qu'on a à mener aujourd'hui dans le contexte géopolitique, la partie qui est dédiée à toutes les conséquences finalement du changement climatique reste marginale. Moi, je vais demander, pour finir et clôturer cette partie sur les opérations HADR, quels sont les défis justement en lien avec ces opérations HADR-là? On parlait
de l'accumulation de crises climatiques, mais il peut y avoir aussi une accumulation de crises géopolitiques et climatiques. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on opère? Oui, voilà, quand on arrive aux limites de ce qu'on est capable de faire, effectivement, il y a une question de priorité. Et donc ça, cette question de priorité appartient au niveau politique qui choisira où il met ses moyens qui sont limités entre une crise qui serait purement militaire, où on aurait à intervenir, et puis à côté, une crise d'une autre nature qui serait liée à une situation qui fait suite à une catastrophe naturelle. Donc là tous ces arbitrages-là remontent d'un cran par rapport à mes propres attributions. Le domaine spatial fait partie de vos missions, pour le coup, depuis 2019, hein, c'est l'armée de l'air et de l'espace. Quel impact a le changement climatique sur les activités spatiales proprement dites, et puis aussi sur les activités de très haute atmosphère? Jusqu'à présent, on allait, si je dis pas de bêtises, jusqu'à 20 kilomètres, mais aujourd'hui, le ciel s'est étendu en altitude soudainement jusqu'à 100 kilomètres. Voilà. Est-ce que le changement climatique a une incidence sur à la fois les activités dans la très haute atmosphère et dans le domaine spatial? Vous faites bien de souligner effectivement que les forces armées ont pris en main effectivement le domaine spatial, exo-atmosphérique, et depuis 2019, il a été confié à l'armée de l'air qui s'est transformée en armée de l'air à l'espace, la maîtrise de l'espace exo-atmosphérique, ce qui veut dire qu'on a cette responsabilité de savoir ce qui s'y passe et puis de rendre les services qui sont nécessaires et demandés par l'ensemble des forces armées. Donc ça, c'est notre rôle. Et vous l'avez souligné aussi, qu'il y a une tranche d'altitude qui est de l'espace aérien, entre 20 kilomètres et 100 kilomètres, puisque au-delà de 100 kilomètres, on est en orbital, donc il n'y a pas de souveraineté en orbital, mais de 0, c'est-à-dire de la Terre jusqu'à 100 kilomètres, c'est de l'espace aérien et c'est souverain. Donc l'armée d'air et d'espace a la responsabilité de savoir ce qui s'y passe et puis être en capacité d'intervenir si jamais il y a des choses qui ne sont pas prévues ou des acteurs qui ne sont pas attendus dans cette grande verticalité de 100 kilomètres de haut. Ça, c'est pour dire un petit peu la mission de l'armée derrière l'espace. Maintenant, si on revient sur les impacts du changement climatique, pour ce qui est du domaine spatial, les impacts du changement climatique vont plus se porter sur le segment sol. Parce qu'évidemment, même si on a des satellites, on a des segments sol pour assurer la communication avec ces satellites, eh bien eux, comme une base aérienne, ils sont soumis aux intempéries et donc s'il y a des intempéries un petit peu plus violentes que d'autres, il y a une fragilité. Donc ça, c'est un point d'attention et chaque fois qu'on met en place des segments sol, on s'assure qu'ils soient dimensionnés en termes de résistance au regard de ce qui est probable de voir produit par des événements de nature climatique. Donc si j'essaye de comprendre, ça veut dire, par exemple, la balistique ou le lancement de satellites, les trajectoires, les modélisations, elles vont pouvoir être, elles vont changer à la marge, mais ça va pas être, non plus une révolution par rapport à ce qu'on Non, ça sera à la marge. Vous voyez bien quand on envoie un satellite par une fusée, bon, il y a quand même toujours une fenêtre météo, parce qu'on ne va pas envoyer ça au milieu d'un orage. Donc, mais on n'est pas encore rendu à un point où on aurait pu enfin, on serait dans l'incapacité de faire partir une fusée. Donc là, il n'y a aucun sujet là-dessus. Et une fois que la fusée est partie, qu'on est entre haute altitude et puis en orbital, le changement climatique n'a pas d'impact sur les trajectoires et sur le bon fonctionnement des satellites une fois qu'ils sont en orbite. En revanche, s'il n'y a pas d'impact, la partie satellitaire est quand même très intéressante. Parce que pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, où on a besoin finalement de prévisions météorologiques précises, et ça repose sur des modèles de météo qui sont précis, qui nous permettent d'avoir en fait beaucoup de finesse dans l'appréciation de ce qui va se produire en termes de météo sur une base aérienne ou sur un champ de bataille. Eh bien, tout ce qui est apporté par les satellites d'observation de la Terre, et eux permettent effectivement, de voir les masses d'air évoluer et donc d'aider à la prévision météo. Mais en additionnant et en capitalisant toutes ces données, on arrive aussi à voir les tendances du changement climatique. Donc l'apport de, du segment ou des satellites dans la construction finalement des modèles météorologiques et dans la détermination des tendances climatiques, c'est quand même très important et c'est ça qui nous permet d'avoir, ce que je disais tout à l'heure, une telle précision dans les prévisions météo. Sur cet enjeu stratégique, justement, je voulais revenir sur les enjeux de conflictualité en lien avec la sécurité climatique vue depuis l'armée de l'air. Quels sont les enjeux autour des drones, des nouvelles technologies, des satellites, plus au niveau géopolitique, géostratégique, d'après vous? Oui, alors le changement climatique a évidemment
un volet géopolitique. Moi, j'ai été dans le Pacifique, comme on l'a dit. La vraie inquiétude de tous les petits pays insulaires du Pacifique Sud qui se trouvent entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, eux, c'est pas la Chine, c'est pas la Russie. Leur problème, c'est la montée du niveau d'eau. Ouais, donc, et ça, c'est un vrai problème parce qu'il y a des îles qui sont quand même vraiment au niveau de l'eau et avec la poursuite de cette montée d'eau à la fonte des glaces, eh bien, il y aura des îles qui vont se retrouver immergées. Donc là, c'est un vrai sujet qui peut créer effectivement des mouvements de population qui vont être obligés d'être déplacés d'un lieu vers un autre. Il y a d'autres aspects aussi. Le réchauffement de la planète fait que l'accès à l'eau est de plus en plus compliqué. Donc, on voit entre l'Irak et la Turquie, notamment sur l'Euphrate, il y a eu beaucoup de retenues d'eau qui ont été construites en Turquie. Ça crée en aval, évidemment, en Irak, des difficultés pour avoir toute l'eau qu'ils avaient jusqu'à présent. Et ça, on le retrouve dans plein d'autres pays, sur le Nil, entre le Soudan et l'Égypte, par exemple. Donc, on sait bien que ce réchauffement de la planète va engendrer des nouvelles, de nouveaux enjeux géopolitiques, de nouveaux équilibres. Je pense aussi dans le nord, sur l'Arctique. La fonte des glaces conduit finalement à créer de nouveaux accès sur le pôle Nord, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs autour du Groenland, sans rentrer dans le détail. Mais on voit bien qu'il va y avoir des sujets géopolitiques, et finalement, si la géopolitique du pôle Nord a été un peu endormie, aujourd'hui elle est en train de se réveiller avec le dégel des glaces. Vous, ça pose des enjeux logistiques. C'est pas des territoires sur lesquels vous avez l'habitude de vaquer. Ça pose des enjeux logistiques pour vous en tant qu'armée de l'air? Mais c'est un vrai sujet parce que autant effectivement on évoque l'augmentation de la température, mais nous finalement notre centre de gravité d'opération est en train de bouger du sud, donc plutôt vers l'Afrique ou le Moyen-Orient, même si on est toujours au Moyen-Orient en train d'opérer, vers le nord. On est amené à faire de plus en plus d'opérations sur le flanc est, dans le cadre de l'OTAN, et puis dans le nord aussi, parce qu'on a des alliés qui sont dans le nord. Et donc on mène des expérimentations opérationnelles en tout cas, parce que les aéronefs, eux, savent faire. L'A400M, il sait évoluer dans des températures très, très faibles, mais c'est pas parce que le matériel sait le faire qu'on a tout ce qu'il faut pour opérer normalement avec un A400M ou un Rafale. Donc, tout ça se fait à travers des exercices. Et en 2025, on a déployé un A400M avec nos camarades alliés du Nord, et on a développé des procédures. Et puis, il y a derrière ça l'habillement, les systèmes qui ne fonctionnent plus dans le grand froid. Donc, on est quand même partagé entre se préparer à une augmentation de la température, mais aussi par le changement des enjeux géopolitiques, à se préparer aussi au grand froid. Donc c'est un petit peu le grand écart par moment. Oui, le paradoxe, c'est que nos armées sont plutôt habituées à travailler dans le grand chaud que dans le grand froid, où là, ça pose aussi des contraintes techniques de Oui. panne plus régulières. Ce qui est plutôt assez facile, c'est que les aéronefs, eux, sont certifiés pour le grand froid, puisque lorsqu'on monte très haut, on est rapidement avec moins 40 degrés, moins 50 degrés. Donc en fait, on sait que le matériel tient à cette température. Donc après, c'est l'environnement. Un mécano, lorsqu'il doit changer une roue sur un A400M, par moins 20 degrés, c'est pas la même chose que par plus de 35 degrés. Donc c'est tout ça qu'on est en train de regarder, et il y a des procédures qui se mettent en place, du matériel qui doit être adapté aussi. Ça, c'est une question sur la maintenance des appareils. On a le sentiment quand on regarde, par exemple, il y a de plus en plus de poussière, de sable du Sahara. Vous avez été officier mécanicien, donc vous avez sans doute un regard pertinent sur le sujet, mais est-ce que le changement climatique fait qu'on a de plus en plus de maintenance à faire sur les appareils liés aux précipitations, liées à ces poussières, à ces sables? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit croissant, ou finalement, de tout temps, on a fait attention et Oui, ça ne change pas? ah oui, c'est pas nouveau. Le phénomène poussière, sable, on le connaissait il y a 30 ans. On a tellement évolué en Afrique sur des pistes sommaires, en latérite ou en sable, que le côté abrasif du sable, on le connaît, on le maîtrise à peu près. Certainement qu'avec les nouveaux équipements, il y a une sensibilité supérieure, mais ce n'est pas lié avec le changement climatique, ça. Ouais, c'est quelque chose qui préexistait, qui va continuer à exister.
auquel on est peut-être un petit peu moins confronté aujourd'hui parce qu'on est moins engagé dans ces pays-là et comme je le disais, on est plus engagé des pays où on a du sable plutôt que de la neige plutôt que du sable, mais c'est pas quelque chose de nouveau en tout cas. L'air et l'espace sont donc aussi des espaces de conflictualité et je me demandais aussi dans quelle mesure est-ce que des satellites ou des technologies peuvent être instrumentalisées, heu, qui à l'origine serviraient par exemple pour la récolte de données scientifiques. Comment est-ce que, ces technologies pourraient être instrumentalisées par d'autres États? Est-ce que, on parle de plus en plus d'hybridité aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est une menace ou un risque que vous identifiez? C'est-à-dire, vous pensez à des satellites d'un compétiteur Oui, ça peut qui être ça. serait déclaré pour faire de l'image, qui C'est pas ça, faire autre chose? c'est ça. Bah, oui, là, c'est ça. Si je dézoome un tout petit peu, on voit bien que le domaine spatial exo-atmosphérique est de plus en plus conflictuel. En 2018, quand on a lancé finalement la stratégie spatiale de défense, c'était bien lié au fait qu'il y avait eu des rapprochements de satellites pilotés vers d'un satellite russe qui était piloté vers un satellite européen. Et cette capacité se développe. Il y a de plus en plus de pays qui sont capables finalement d'envoyer des satellites qui sont en capacité de se déplacer dans les orbites ou de changer d'orbite. Donc oui, il y a une vraie conflictualité qui se développe et elle se traduit par 2 grands aspects. C'est effectivement ces espèces de vaisseaux spatiaux qui peuvent se déplacer, qui peuvent aller butiner, qui peuvent aller peut-être aussi neutraliser momentanément un satellite. Et puis il y a l'étape suivante, c'est la capacité de destruction de satellites. Donc ça peut partir du sol, puisque les Russes ont bien démontré leur capacité à lancer un missile pour détruire un satellite. Et puis ça peut se faire aussi à partir de l'espace. Un autre levier d'instrumentalisation qui existe aussi des changements climatiques par les puissances étrangères, c'est la question de la géo-ingénierie. Donc, on en a parlé dans le cadre de l'Observatoire Défense et Climat à plusieurs reprises. Est-ce que pour vous, les questions de technique de modification du climat et plus particulièrement de la géo-ingénierie solaire, comment est-ce que vous les percevez, vous aussi, au sein de l'armée de l'air et de l'espace? Moi, je pense que c'est un champ assez intéressant, les géo-ingénieries. Ça nous permet en termes de protection, de faire éviter à une base aérienne de subir un orage parce qu'on arrive à le dévier. Et puis, dans l'autre sens, ça peut être aussi une capacité pour nuire à un ennemi ou nous aussi se retrouver à devoir subir un orage que l'ennemi aurait détourné. Donc, c'est un petit peu schématique ce que je dis là, mais il est certain qu'aujourd'hui, on n'a pas investi beaucoup d'énergie et de moyens sur ces questions-là, mais je pense que c'est un domaine dans lequel on sera amené à travailler parce qu'il y a quand même quelques facteurs de supériorité qu'on peut saisir et aussi quelques vulnérabilités face auxquelles on devra se défendre. Est-ce que là-dessus, on sait s'il y a des compétiteurs qui, ont particulièrement investi ce champ-là? Oh, je ne suis pas un expert, mais tous les domaines dans lesquels effectivement on peut assurer la compétition et gagner finalement un point de supériorité, ça sera fait. Donc il y a évidemment dans nos compétiteurs, ou nos alliés d'ailleurs, donc dans les puissances les plus importantes, et certains qui ont su et qui sont en train de développer des compétences et des capacités dans ce domaine. Donc, on a parlé beaucoup de l'aspect plus risque, des conséquences des changements climatiques sur l'armée de l'air et de l'espace. On voulait aussi aborder, pour finir, les stratégies qui sont mises en place pour lutter contre ces changements climatiques-là. On sait notamment qu'il y a une stratégie défense et climat du ministère qui définit 4 grands axes pour la prise en compte et pour lutter contre ces changements climatiques. Comment est-ce que l'armée de l'air et de l'espace s'intègre dans cette stratégie? Est-ce que l'armée de l'air et de l'espace a sa propre stratégie climatique? Oui. Alors nous, très rapidement, on a été sensible à ces questions et ce qui fait qu'on a rédigé et diffusé une stratégie armée de l'air dès 2023, donc ça a été assez rapide. Et on a mis en place une petite équipe au sein de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace qui est complètement dédiée à ces questions de changement climatique. Alors, notre priorité, pour des raisons opérationnelles, c'est plus de s'adapter finalement au changement climatique que de limiter la contribution de l'armée de l'air à ce changement climatique. Même si, sur ce deuxième point, on fait ce que l'on peut et on mène certaines actions, mais nous, là, c'est un peu ce qu'on a dit en début de discussion, c'est comment on s'adapte et comment on s'assure qu'on sera capable de mener nos opérations, même s'il y a, on doit affronter finalement les conséquences du changement climatique.
C'est-à-dire que concrètement, pour l'atténuation, c'est-à-dire pour baisser les émissions de CO2, vous le faites tant que ça nuit pas à la capacité de puissance de l'armée? Oui, Là, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre finalement de perdre de la performance pour aller chercher une capacité à réduire notre impact sur le changement climatique, parce que de toute façon, on sera face à un ennemi qui ne le fera pas. Donc, c'est un peu basique ce que je suis en train d'expliquer, mais on n'a pas le choix. Et quelque part aussi, heu, par exemple, la facture carbone, de l'armée de l'air et l'espace, donc on consomme du pétrole, mais enfin, par rapport à la version commerciale, c'est ultra marginal. Donc mais on pouvait faire un effort. On était parti pour faire un effort pour mettre un petit peu plus de SAF, donc dans nos pétroles consommés sur les avions. Les avions ont des moteurs qui sont certifiés jusqu'à au moins 50 de SAF. Donc on a tout mis en place pour pouvoir y arriver, mais il y a quand même un coût. Le SAF, c'est quand même, quasiment 5 fois plus cher que le pétrole, qu'on a aujourd'hui. Donc, ce coût, il faut qu'on arrive à le maîtriser parce que l'argent ou les moyens financiers qu'on dédie à ça ne sont pas dédiés à autre chose qui nous permette d'avoir, de la supériorité opérationnelle. Donc, il y a un point d'équilibre qu'on essaie de trouver, mais on met en œuvre effectivement ce qui nous permet d'avancer un petit peu dans ce sens-là aussi. est-ce que, sur la décarbonation, au-delà de l'aspect, climatique, est-ce qu'il y a pas un intérêt stratégique aussi à investiguer ces questions-là? Dans le sens où, bah, on dépend beaucoup du pétrole, que nous, on n'a pas de source, facilement accessible dans notre environnement proche. Est-ce qu'il y a pas un aspect, stratégique à augmenter l'autonomie de certains appareils? Ou alors, technologiquement, on en est tellement loin qu'on ne parle pas encore vraiment d'intérêt stratégique? Si on avait un Rafale qui décolle sans pétrole et qui revienne sans pétrole, ça m'intéresserait énormément parce qu'il n'y aurait pas de pollution et en plus, on ne serait pas obligé de faire le plein. Donc on n'aurait pas la nécessité d'avoir tout le train logistique pour apporter le pétrole jusque dans le réservoir du Rafale ou de la 400M, où qu'il soit dans le monde entier. On en est très loin et je pense que la motorisation thermique, pour les aéronefs, je pense qu'on va la garder encore assez longtemps avant de trouver d'autres énergies qui soient suffisamment matures pour, avoir des motorisations qui soient robustes, résilientes, disponibles, et que aussi, le flux logistique qui permette de faire fonctionner ces moteurs soit résilient. Moi, je prends le SAF. Aujourd'hui, on a quand même une capacité de production de SAF qui est très faible. Donc, même si vous voulez monter très vite en pourcentage de consommation de SAF, derrière, il y a quand même, toute une industrie à mettre en place et une supply chain, qui doit fonctionner à la hauteur des ambitions. Donc, voilà, il y a des enjeux géopolitiques, ou en tout cas, j'ai tendance à dire tactique, moins on sera dépendant d'énergie, mieux ça sera, mais je crois qu'il faudra attendre encore un petit peu. J'avais une question peut-être sur la coopération. Donc là, il y a une question aussi de coopération, entre le secteur civil et militaire, notamment sur la question de la décarbonation. Mais il y a aussi une question de collaboration et de coopération avec d'autres États sur la question des changements climatiques. Donc quel type de coopération existe entre l'armée de l'air et d'autres entités aujourd'hui sur la question? Oui, on parle de ces sujets en fait avec les autres armées de l'air, alliées. C'est un sujet qui fait partie toujours de l'agenda lorsqu'on a une rencontre bilatérale avec, une armée de l'air alliée, et notamment avec les Britanniques. On a des coopérations, des jumelages, qui sont centrés sur, ces questions de développement durable et donc et de changement climatique. Et si dans le domaine, des aéronefs, de leur énergie, je vois pas beaucoup de choses à faire, mais sur les bases aériennes, notamment avec Caso, on a quand même de vrais projets pour rendre une base aérienne type, la base aérienne de Caso, quasiment autonome avec, des panneaux solaires et donc une capacité de produire finalement l'électricité qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de cette base aérienne. Donc, on va avancer, on avance dans cette direction. On va pas faire toutes les bases aériennes de cette même manière. On fera plutôt celles qui sont au sud, qui reçoivent du soleil et de l'énergie, mais on le fait aussi avec nos alliés et on partage des bonnes pratiques avec nos alliés. Peut-être une dernière question ouverte. Est-ce qu'il y a un sujet, sur le changement climatique et les armées, et en particulier, l'armée de l'air et de l'espace, qu'on n'aurait pas abordé, qui vous semblent Sur intéressants? le changement climatique, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Non, ce que je tiens simplement à souligner, c'est que dans la situation géopolitique aujourd'hui, certes, on prend en compte ces questions-là, mais avant tout pour adapter nos bases aériennes, pour adapter les équipages, les mécaniciens dans l'environnement. Ça, c'est notre première priorité. Et la deuxième priorité, c'est bien voir comment nous, on peut contribuer humblement, mais cranter quand même et insuffler une dynamique pour
limiter au maximum effectivement notre impact sur le changement climatique. Merci beaucoup, Général, pour cet échange. Un grand merci Général de nous avoir reçus ici à Ballard dans votre bureau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast sur le front climatique. Les chercheurs de l'Observatoire Défense et Climat de l'IRIS continuent à travailler sur cette question. Et donc, si vous voulez en savoir plus sur la question de la résilience des armées face au changement climatique, des opérations HADR, de l'armée de l'air et de l'espace, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Observatoire et à suivre les travaux de l'IRIS et de la DGRIS. À très vite. Allez plus loin sur www.défenseclimat.fr. Ce podcast, développé par l'IRIS, a été rendu possible grâce au soutien financier de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées.